Bonjour, bienvenue à ce webinaire de la SFEN sur la situation en Ukraine du point de vue de la sûreté nucléaire. Ce qui s'est passé récemment à Tchernobyl et à Zaporozhye a provoqué un effet de sidération. Il y a eu des combats, des explosions d'obus sur des sites nucléaires en Europe et leur prise de contrôle par l'armée russe. Il s'y ajoute la puissance des mots et de l'émotion quand on évoque Tchernobyl, quand on évoque des menaces d'escalade nucléaire du conflit et quand on parle d'envoi de comprimés d'iode. L'objet de ce webinaire est donc de faire le point sur les faits, sur la situation des installations et le risque pour la sûreté. On va le faire avec humilité parce qu'on ne connaît pas tout du terrain et qu'il est par ailleurs malaisé de prédire comment peuvent tourner les choses sur le front. Alors pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Faudon, la déléguée générale de la SFEN, et Karine Herviou, directrice générale adjointe sûreté de l'IRSN. On ne les présente plus. Valérie va nous exposer en quelques mots ce qui s'est passé en Ukraine comme à l'AIEA. Et Karine va nous expliquer quelle est la situation en termes de sûreté nucléaire à Tchernobyl et à Zaporozhye et quels sont les risques. Alors, avant de leur passer la parole, vous pouvez poser des questions. Il ne faut pas utiliser le chat habituel, mais une fonction que vous avez en haut de votre écran si vous avez Teams. Il y a un S, une icône avec un S, Slido. Donc vous pouvez poser des questions, vous pouvez aussi vous rallier à des questions qui ont déjà été posées. Et dans la modération de la session de questions-réponses, je commencerai par les questions qui ont eu le plus de ralliement ou le plus de votes. Voilà, ceci étant dit, Valérie, c'est à toi. Merci beaucoup Bertrand. Je voudrais en profiter avant de présenter quelques éléments d'introduction pour remercier Bertrand et la section numéro 4, Sûreté et environnement, ainsi que la section 7, Conception et exploitation des réacteurs, pour l'appui qu'ils peuvent nous donner, puisque la SFEN a été très présente depuis en particulier le 4 mars pour répondre aux questions des médias, tout comme l'IRSN et Karine. Et donc ce rôle est important et il faut pour autant qu'on soit bien épaulé d'un point de vue technique pour être sûr qu'on est à la fois simple et exact, deux challenges qu'on a toujours. Alors, j'espère que vous voyez bien mes slides. Vous la voyez? Oui. Alors, le nucléaire en Ukraine, très brièvement. Il y a 15 réacteurs en Ukraine pour une capacité de 13 gigawatts. Et le nucléaire représente 50% de l'électricité nationale. Donc, l'Ukraine est un grand pays en nucléaire civil. Je crois que c'est le 7e pays du monde. Donc, la carte que vous avez à gauche, qui est une carte qui montre la situation au 4 mars, montre donc les 5 sites nucléaires, donc 4 centrales et puis le site de Tchernobyl. Donc, dès le 24 février, le site de Tchernobyl a été pris par les forces russes. Et le 4 mars, donc plus précisément dans la nuit du 3 au 4, les forces russes ont pris Zaporizhzhia, qui est donc la plus grande centrale du pays. Elle fournit à elle toute seule 20% de l'électricité ukrainienne. Ce qu'on sait aussi, c'est que le 6 mars a été détruit. Et là, on n'a pas vraiment d'informations exactes sur l'état du site. Le réacteur de recherche de Kharkiv. Kharkiv est une ville qui se situe un petit peu au nord-est de Zaporizhzhia. Donc, d'après l'AIEA, le réacteur et l'installation est détruite. Alors, juste 2 mots sur le cadre légal international des installations nucléaires en zone de guerre. Donc, comme vous le savez, c'est déjà arrivé plusieurs fois, en particulier en Slovénie, pendant la guerre de Yougoslavie. Donc, il y a eu des règles qui ont été tirées. Il y a eu aussi des cas de bombardement d'installations nucléaires, en particulier en Irak.
Le cadre légal, c'est le protocole additionnel à la Convention de Genève de 1977 qui s'applique à 3 types d'installations, les barrages, les digues et les centrales nucléaires. Donc, ces installations sont protégées par la Convention de Genève, en ce sens que donc c'est interdit de les attaquer parce que les conséquences seraient donc hors proportion pour les populations civiles. Ce cadre a été complété par différentes résolutions de l'Assemblée générale de l'AIEA, dont la dernière en 2009, qui donc interdit l'attaque armée ou même les menaces d'attaque contre toutes les installations nucléaires. Donc là, ça s'applique bien à toutes les installations nucléaires et pas uniquement les centrales nucléaires. Aujourd'hui, dans la newsletter de la SFEN a publié une analyse juridique à partir d'un expert américain. Je vous invite à regarder les détails sur le cadre légal et aussi donc le retour d'expérience qu'il y a pu avoir sur les incidents précédents. Donc, 24 février, la prise de la centrale de Tchernobyl, le 4 mars, la prise de la centrale de Zaporizhzhia, où on a eu un incendie qui s'est déclaré suite à l'attaque. Enfin, en tout cas, le bâtiment de la formation a reçu un projectile et a pris feu. Donc, vous voyez sur la carte, dans la conférence de presse de Raphaël Grossi, directeur de l'AIEA, où se situe ce centre de formation par rapport aussi réacteur de la centrale. Là encore, je pense que Karine va nous décrire les enjeux de sûreté sur le site. Mais la description complète des VVER 1000 a été faite et donc vous avez dû aussi le recevoir ce matin dans notre newsletter d'RGM Hebdo par la section 7 et Jean-Louis Lacoupe, j'en profite pour le remercier. Alors, depuis donc le 3 mars, l'AIEA est très active pour garantir la sécurité et la sûreté du site. Le 3 mars a été voté par le comité des gouverneurs de l'AIEA un cadre de sécurité et de sûreté pour les installations nucléaires ukrainiennes autour de 7 piliers. Préserver l'intégrité physique des installations nucléaires, quelle que soit leur nature, protéger et maintenir opérationnels tous les systèmes de sûreté et de sécurité. 3. Le personnel doit être en mesure d'accomplir ses activités normalement. 4. Il devrait y avoir à tout moment un accès au réseau électrique. 5. Les services logistiques doivent pouvoir approvisionner le site, par exemple en pièces détachées. 6. Les systèmes de surveillance de radioactivité doivent rester opérationnels afin de détecter tout rejet de radioactivité anormale. Et 7. La communication doit être maintenue avec l'extérieur. Donc, ce cadre a été voté le 3 mars, y compris par la Russie. J'en profite pour dire que la Russie a ratifié la Convention de Genève dont j'ai parlé précédemment, ce qui d'ailleurs n'est pas le cas des États-Unis. Il y a eu une discussion le 4, 5, 6 mars entre le président Macron et le président Poutine. Et le président Poutine a accepté le principe de ce cadre. Et Raphaël Grossi s'est rendu en Turquie le 10 mars pour discuter avec le ministre des Affaires étrangères russe et le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Les deux ont aussi accepté le principe de ce cadre. Ce qu'on sait aujourd'hui, je pense que Karine va nous en dire plus, c'est que ces 7 piliers, aujourd'hui, ne sont pas respectés sur les 2 sites dans leur intégralité. Donc, ça reste un sujet de préoccupation et d'action pour l'AIEA. Voilà pour cette introduction. Je passe la parole à Karine. Merci Valérie. Karine, c'est à toi. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Donc, peut-être repartir du site de Tchernobyl et ensuite on ira sur les réacteurs en fonctionnement. Il y a effectivement de nombreux sites nucléaires en Ukraine. Il y a également
pas mal d'endroits où ils stockent des déchets radioactifs. D'ailleurs, il y a eu un bombardement au nord de Kiev en tout début de conflit qui a affecté une zone où il y avait des stockages de déchets. Donc là aussi, il y a un enjeu, alors qui est moins fort en termes de risque de rejet. Il y a quand même un certain nombre de sites de stockage de déchets radioactifs en Ukraine également. Alors, si j'en reviens au site de Tchernobyl, les principales installations sont effectivement les 4 réacteurs. Les 3 premiers donc, sont en cours de démantèlement. Il n'y a plus de combustible, il n'y a plus de surveillance associée. Et puis le réacteur numéro 4 qui a été accidenté en 1986. Donc en urgence, il y a eu un premier sarcophage qui avait été construit pour limiter les rejets dans l'environnement. Ce sarcophage était relativement instable et donc il a été entouré, si je puis dire, d'une arche, d'une structure métallique qui permet notamment de ventiler l'atmosphère autour du sarcophage. Cette arche avait pour objectif de permettre le démantèlement de ce sarcophage instable et donc de maîtriser finalement les rejets qui pourraient avoir lieu au cours des opérations de démantèlement. Ce système de ventilation, il est donc secouru par des groupes électrogènes de secours et donc l'annonce de la perte, je crois que c'était mercredi dernier vers midi, l'annonce de la perte de l'alimentation électrique du site avait évidemment un impact sur la disponibilité de ce système de ventilation. Pour autant, il n'y a pas d'opération de démantèlement du sarcophage en cours. Donc, il n'y a pas de risque de rejet très important à date, puisqu'on imagine que l'ensemble des opérations ont été suspendues. Donc, en tout cas, la perte d'alimentation électrique longue sur ce système de ventilation de l'arche, pour nous, n'induit pas des risques de rejet radioactif importants. Il y a 2 autres installations importantes sur ce site. Il s'agit d'une piscine d'entreposage de combustible usé. Donc, c'est en fait tous les éléments combustibles qui ont été utilisés par les 4 réacteurs du site entre 1977 et l'arrêt du dernier réacteur, le réacteur numéro 3, qui a eu lieu en décembre 2000. Cette piscine, elle contenait jusqu'à 22 000 assemblages, mais ce sont des assemblages qui finalement aujourd'hui sont relativement froids. Donc c'est une piscine qui continue d'être refroidie. Il y a également des groupes électrogènes de secours qui ont pris le relais au moment de la perte de l'alimentation électrique. Après l'accident de Fukushima Daiichi en 2012, cette piscine a fait l'objet des stress tests européens et il y avait un rapport national ukrainien qui faisait état des conséquences de la perte totale du refroidissement de cette piscine. Et il y a 10 ans déjà, il n'y avait pas de risque associé à cette perte d'alimentation électrique, de perte de refroidissement, du fait de la puissance résiduelle dégagée par les assemblages. Donc cette étude, elle montrait une augmentation très progressive de l'eau de la piscine jusqu'à des températures de l'ordre de 65-70 degrés, mais pas au-delà. Donc pas de risque d'ébullition de l'eau de la piscine et donc d'évaporation et de découvrement des assemblages combustibles. Ces assemblages, ils sont transférés petit à petit dans un parc d'entreposage à sec. Et donc les opérations se sont arrêtées avec l'invasion russe. Des informations que l'on a, il y aura à peu près 2000 assemblages qui auraient été transférés de la piscine, donc qui est dénommée ISF1, à l'entreposage à sec qui est dénommé ISF2. Évidemment, l'entreposage à sec, c'est des colis en béton, il n'y a pas besoin de refroidissement de ces colis. Donc voilà, c'est pour ça que l'on a communiqué sur l'absence de risque important en termes de rejet radioactif dans l'environnement lié à la possible perte totale d'alimentation électrique suite à la perte de l'alimentation électrique externe de la centrale.
Il faut bien dire, par contre, que cela conduisait à une dégradation encore majeure pour les personnels sur site. On imagine son état de stress et de fatigue depuis l'invasion russe. La perte de l'alimentation électrique aurait conduit à une perte d'éclairage, de chauffage et aussi de tout ce qui est contrôle-commande, donc alimentation des capteurs sur les différentes installations qui permettent de surveiller finalement ces installations. Donc le risque en termes de sûreté, il est plus sur un manque de réactivité en cas d'événement, donc manque de réactivité du personnel, c'est-à-dire qu'en cas d'incendie, par exemple, dans un local, eh bien, il n'y avait plus de retransmission, il n'y avait plus d'informations centralisées au niveau de la salle de commande. Donc le risque était plutôt là qu'un risque d'accident avec des rejets radioactifs importants. Donc voilà pour le site de Tchernobyl. Encore une fois, on n'est pas sur place, hein, donc les informations sur ce qui se passe exactement, il faut les prendre avec grande prudence. En tout cas, des informations que l'on a, il n'y avait pas de risque d'accident sur cette seule perte de source électrique. Alors, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que l'alimentation, elle a été rétablie, hein, l'alimentation électrique du site. Ils avaient réussi à être réapprovisionné également en carburant pour les groupes électrogènes de secours, hein, puisque mercredi dernier, il a été dit qu'ils disposaient de 48 heures d'autonomie. On a su ensuite qu'ils avaient été réapprovisionnés en carburant pour tenir 7 à 10 jours. Et puis ensuite, l'alimentation électrique a été rétablie. Un mot pour dire que c'est finalement un des risques majeurs de ce pays en guerre, finalement, plus qu'un impact direct sur les installations, où on peut espérer quand même qu'il y a un certain nombre de précautions qui sont prises, mais on peut avoir des doutes avec ce qui s'est passé sur Zaporizhzhia. Il y a quand même un risque accru de perte du réseau électrique. Et donc, c'est là-dessus qu'on a axé nos évaluations au niveau du centre technique de crise de l'IRSN. Donc, voilà pour le site de Tchernobyl ce que l'on peut en dire. Donc, des assemblages, mais qui étaient peu irradiés, dont la puissance est quand même relativement faible. Hein. Nous, on a estimé à peu près 60 watts, hein, la puissance dégagée par assemblage. Hein. Donc, c'est la puissance d'une ampoule. Donc voilà, il n'y a pas de notre point de vue, tant qu'il n'y a pas d'autres événements sur l'installation, il n'y a pas d'enjeu majeur en termes de rejet radioactif. Si j'en viens maintenant, alors sur Tchernobyl, il y a aussi des stockages de déchets, hein, à la fois sur le site et également dans la zone d'exclusion. Évidemment, il n'y avait pas d'enjeu avec la perte d'alimentation électrique. Si j'en viens maintenant aux réacteurs et aux réacteurs de Zaporizhzhia en particulier, il faut savoir qu'à la suite de l'accident de Tchernobyl, il y a eu une amélioration progressive de la sûreté, hein, des réacteurs des pays de l'Est. Et puis, il y a eu aussi une amélioration notable de la sûreté à la suite de l'accident de Fukushima Daiichi au Japon. Vis-à-vis d'une perte du réseau électrique, les centrales ukrainiennes sont dotées de groupes électrogènes de secours, donc 4 par réacteur. 4 groupes électrogènes de secours, dont un serait bunkérisé, donc protégé contre les agressions externes. Ils auraient un approvisionnement en carburant qui leur permettrait de tenir 7 à 10 jours. Et il y a également des équipements mobiles, hein, qui ont été mis en place sur les sites, des pompes, mais aussi d'autres groupes électrogènes de secours pour tenir dans le temps, hein, accroître cette autonomie qu'ils avaient avant l'accident de Fukushima Daiichi pour faire face à ces pertes totales, d'alimentation électrique. Au total, il y aurait 20 groupes électrogènes disponibles sur le site de Zaporizhzhia, qui permettent donc une réaction des opérateurs et une autonomie de l'installation pendant une dizaine de jours, une bonne semaine. Ensuite se pose la question évidemment du ravitaillement en carburant notamment de ces groupes électrogènes ou du rétablissement de l'alimentation électrique. Et c'est là où on a du mal à se
à savoir ce qui peut se passer. On voit que sur Tchernobyl, le nécessaire a été fait quand même pour réalimenter le site en électricité. Mais bien évidemment, le risque, hein, s'il n'y a pas de moyens de secours ou de réapprovisionnement, eh bien, c'est la fusion des cœurs, hein, des réacteurs, et donc des rejets conséquents dans l'environnement. Alors, au moment de l'invasion russe, le 4 mars, il y avait un réacteur en fonctionnement, hein, sur les 6, le réacteur numéro 4. Depuis, les opérateurs ont redémarré un autre réacteur, il me semble que c'est le réacteur numéro 2. Nous avons cru comprendre que l'objectif des Ukrainiens était de pouvoir réalimenter, en cas de coupure du réseau électrique, de pouvoir réalimenter l'ensemble des réacteurs avec un des réacteurs en fonctionnement, ce qui leur permettait aussi de gagner du temps, donc d'éviter le démarrage des groupes électrogènes de secours et donc de consommer leurs réserves en carburant. Donc voilà les informations que l'on a. Alors l'attaque, hein, elle a effectivement touché un bâtiment de formation où se trouve le simulateur. Il y aurait eu aussi d'autres impacts, notamment sur un transformateur du réacteur 6 qui aurait été découvert plus tardivement. Voilà. Bon, on a des informations comme quoi il y a eu aussi un déminage, hein, du site et qu'aujourd'hui le site ne comporterait plus de mines non explosées. Bon, voilà. Donc il y a un travail en tout cas de recherche de conséquences de l'attaque qui a été faite. La passerelle qui passe derrière les bâtiments réacteurs aurait été touchée, mais l'information comme quoi le bâtiment du réacteur 1 aurait été touché n'a pas du tout été confirmée. Voilà, donc des dernières informations, on sait qu'il y a des experts des centrales russes qui ont été dépêchés sur le site de Zaporizhzhia. On ne sait absolument pas dans quel objectif. En tout cas, ce que dit l'autorité de sûreté ukrainienne, c'est que les opérateurs tournent en 3-8. On imagine aussi sous quelles conditions. On imagine aussi les conditions dégradées de communication entre les différents membres des équipes de conduite. Voilà, donc là-dessus, encore une fois, il faut rester très prudent. Nous n'avons pas d'informations de première main, nous ne sommes évidemment pas sur place, mais on imagine bien quand même les conditions de travail des équipes sur place. Sans doute que tout ce qui est contrôle, maintenance a été suspendu. On parlait tout à l'heure des pièces de rechange, on peut aussi parler peut-être des consommables, hein. On n'a pas d'idée sur les réserves disponibles. Ce que l'on sait, c'est que le site de Zaporizhzhia est dans une zone très industrialisée, et donc ce site faisait beaucoup appel à des sociétés prestataires pour intervenir sur l'installation, ce qui est le moins le cas des autres centrales ukrainiennes. Voilà. Mais évidemment, hein, au-delà du risque de perte du réseau électrique, on imagine bien les risques associés finalement à l'état de stress et de fatigue des équipes sur place. Et on n'est pas à l'abri d'erreurs de manœuvre ou de difficultés pour faire face à un aléa qui pourrait survenir sur l'installation. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ce que l'on sait aujourd'hui de la situation. Donc notre centre de crise est activé depuis le 25 février, où on a essayé de récupérer des informations déjà sur la conception de ces réacteurs. On a la chance d'avoir un certain nombre d'experts qui sont très impliqués dans les contrats d'assistance aux pays d'Europe centrale et de l'Est, dont l'Ukraine en particulier. Nous avons pu établir des contacts avec l'autorité de sûreté ukrainienne grâce à nos collègues ukrainiens de l'IRSN. Donc nous avons quand même quelques informations en direct. Mais encore une fois, les informations doivent être prises avec prudence, puisqu'on est assez loin du terrain. Pour terminer, peut-être un mot quand même sur la surveillance également que l'on fait des balises radiologiques, hein, dans l'environnement.
Donc, vous savez sans doute qu'il y a un réseau européen de balises qui est disponible. Donc, nous suivons ça. Il y a également des balises disponibles sur les sites ukrainiens. Alors, la situation s'est un petit peu dégradée au fil des jours. Aujourd'hui, il n'y a plus de balises qui retransmettent les conditions radiologiques sur le site de Tchernobyl. Il n'y avait pas non plus de balises disponibles autour du site de Kharkiv. Valérie Faudon a parlé du bombardement du centre de recherche le 6 mars. Donc la balise la plus proche est à 90 km. Donc c'est difficile de se faire une idée. Nous savons que les balises disponibles, en tout cas, sont actuellement au bruit de fond. Donc il n'y a pas eu d'élévation de radioactivité. Au tout début du conflit, il a été fait état d'une légère augmentation du débit d'eau sur le site de Tchernobyl. L'autorité de sûreté ukrainienne a expliqué que c'était lié au passage des chars russes. Nous ne sommes pas convaincus. Nous avons vu qu'il y avait pas mal de pertes de sources électriques. C'est peut-être plutôt un dysfonctionnement des balises qu'effectivement un passage des chars russes qui aurait remis en suspension un certain nombre de produits déposés suite à l'accident. En tout cas, on surveille bien évidemment l'état des balises au travers du réseau EURDEP et puis du réseau français. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les événements en Ukraine et les conséquences telles que nous les apprécions. Merci beaucoup, Karine. Merci Valérie, de ces exposés extrêmement très clairs et factuels. Juste une question, tu mentionnais vos contacts avec l'autorité de sûreté ukrainienne. Est-ce qu'on sait quelle est la nature des informations et des liens que l'autorité de sûreté ukrainienne peut avoir avec les sites? Alors, visiblement, il y a toujours des contacts par téléphone avec la centrale de Zaporizhia, mais ils n'ont plus. J'ai cru comprendre qu'ils avaient un report automatique des paramètres des installations dans leur centre de crise, vraisemblablement. Donc, sur la centrale de Zaporizhia, ça ne fonctionne plus. Et il n'y aurait plus de contact avec le site de Tchernobyl. Donc, ça rejoint la remarque de Valérie Faudon tout à l'heure sur les 7 piliers annoncés par l'AIEA, dont un concerne la communication. Et effectivement, des difficultés pour l'autorité de sûreté ukrainienne, en tout cas, pour entrer en contact avec le site de Tchernobyl. Ça voudrait peut-être dire qu'il y a une situation particulière de Tchernobyl qui aurait été mise sous autarcie, puisque à la fois, tu viens de dire que les balises ne retransmettent plus. L'AIE a dit que les systèmes automatiques touchant aux garanties ne transmettent plus. L'AS ukrainienne n'a plus de contact avec Tchernobyl et le personnel n'a pas le droit de bouger. C'est ça. C'est l'information que l'on a. Oui. Une stratégie ou une tactique particulière des Russes de Tchernobyl. Enfin, il y a un mystère là. Oui. Merci mille fois. Et ce que montre bien ton exposé, j'ai l'impression, c'est que vis-à-vis des principes de l'AIEA, les SEC, là, si on fait l'hypothèse que les gens ne tireront pas ou ne tireront plus sur les centrales nucléaires, et finalement, ce qui sont le plus en cause, c'est tout au personnel et la capacité d'exploiter normalement et en toute liberté le site, en toute responsabilité de site, les réseaux électriques, les approvisionnements, que ce soit en fioul pour le gazole ou en pièces de rechange ou ce qu'il faut pour la maintenance, et puis la communication avec l'extérieur. Tout à fait. C'est à ça que tient la sûreté, ce sont des piliers quand même. Tout à fait. On peut aussi se poser la question sur le moyen et long terme, puisque finalement, l'invasion est quand même récente, mais les réacteurs ne vont pas pouvoir fonctionner comme ça très longtemps non plus. Donc, il va y avoir les réapprovisionnements en combustible, il va y avoir les arrêts, les opérations de maintenance, tout ça qui nous interroge bien évidemment. Alors, la première question porte sur le maintien sur place et la disponibilité du personnel d'exploitation à Zaporizhzhia. Je le reverrai bien, il y a ce volet du personnel lui-même, des rotations, des changements de cas, et sa disponibilité. Et peut-être, tu l'as mentionné, mais est-ce qu'on sait quelque chose de l'articulation sur place entre le personnel de la centrale, les forces russes et les experts envoyés par les Russes?
Quelles sont les questions qui se posent? Qu'est-ce qu'on en sait? On a très peu d'informations. On a très peu d'informations. On peut imaginer que l'équipe de conduite soit soumise effectivement à un certain nombre d'autorisations de la part des troupes russes, mais on n'a pas d'informations sur vraiment comment ça se passe. Combien de personnes sont encore sur site? On a entendu parler de 800 personnes. Est-ce que c'est toujours le cas? Je ne sais pas. On n'a pas non plus d'informations sur la relation établie avec les personnels de Rosatom. Quel est l'objectif de leur visite? Voilà. Donc ça, nous n'avons pas d'informations sur ce sujet. Et qui est probablement un des sujets fondamentaux pour la surprise, du côté humain, du côté des décisions prises ou à prendre, c'est peut-être fondamental, notamment dans le moyen terme. Tout à fait. Ce qu'on sait, c'est qu'au départ, les opérateurs tournaient en 2-12. Donc, il y avait ils faisaient 12 heures, puis 12 heures. Et là, l'autorité de sûreté ukrainienne dit qu'ils sont passés en 3-8. Donc, il doit y avoir, j'imagine, les équipes de conduite pour ce faire. Mais voilà, très peu d'informations sur ce qui se passe réellement sur le site. Merci beaucoup. C'était les deux questions qui avaient reçu le plus de suffrages sur ces sujets-là. Alors peut-être question un peu plus juridique. Il y en avait deux d'ordre juridique. Est-ce qu'on peut considérer que l'armée russe a violé la Convention de Genève, peut-être pour Valérie? Alors, je pense que... Et puis il y avait une question qui était un petit peu relative. Si jamais il y a un accident qui est responsable, finalement, dans cette affaire. Alors, sur l'article qu'on a eu, que je vous recommande, justement, ils disent que ce n'est pas extrêmement clair, puisqu'il n'y a pas de jurisprudence sur la question. C'est peut-être un bon travail pour notre section 10, la section juridique de la semaine. En tout cas, ce que je voulais dire, ce que Karine peut confirmer, c'est que les Russes n'ont pas reconnu avoir attaqué la centrale. Ils ont même, à un moment donné, dit que c'était les Ukrainiens qui avaient mis le feu au bâtiment. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'il y a eu, je crois, 2 personnes blessées ou abattues en fonction des informations qu'on a, qui étaient des personnes de la sécurité de la centrale. Et on sait aussi qu'il y avait quand même des munitions qui traînaient, puisque justement, ils les ont fait sauter hier. Donc voilà. Le point, on était avec un général, je crois que c'était Ludovic, sur un plateau, qui disait que ce qu'il pensait, c'est qu'ils avaient tiré sur ce bâtiment pour obliger la sécurité du site à ouvrir le site pour faire rentrer les pompiers et pouvoir du coup prendre le contrôle du site. Voilà. Donc on n'a pas l'impression qu'ils ont vraiment visé la centrale. Je pense que pour ce qui est du droit de la responsabilité, on n'a pas non plus d'antécédents. C'est vraiment un cas nouveau. Je crois que sur les cas de destruction qu'il y a pu y avoir en Irak, en particulier, il n'y a pas eu de suite juridique à cet événement. Donc, je ne peux pas répondre. Selon certaines autres informations, s'il a été tiré dans ce bâtiment, c'est peut-être parce qu'il y avait des gens dans le bâtiment qui leur tiraient dessus. Pour défendre. Peut-être un objectif un peu militaire, d'une certaine façon militaire à ce moment-là, dans le combat sur le. Enfin, je crois que, interrogé en conférence de presse sur ce sujet, Raphaël Grossi a dit qu'on ne saura jamais réellement ce qui s'est passé. Donc, merci. Il y avait une question, on a déjà parlé du sujet de la présence russe sur le site de Zaporozhye, avec les forces armées et puis les experts. Et une question, c'est de savoir si la présence des experts, est-ce qu'elle est plutôt de nature à rassurer du point de vue de la sûreté? Encore une fois, comme on ne connaît pas leurs objectifs, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Est-ce qu'ils envisagent de faire venir des opérateurs ou des équipes de conduite des centrales russes sur les centrales ukrainiennes pour prendre le relais? Je ne sais pas du tout. Ce qu'on peut dire, c'est que les centrales ukrainiennes aujourd'hui ont quand même des référentiels documentaires, des fonctionnements qui sont assez différents finalement des centrales russes. Cela date de l'origine d'ailleurs. Il faut savoir que les fournisseurs, même les concepteurs de certains équipements des centrales ukrainiennes étaient différents.
Donc vous avez des équipements comme les soupapes de protection contre les surpressions au niveau primaire ou secondaire qui ne sont pas les mêmes entre les centrales russes et les centrales ukrainiennes, des vannes d'isolement de l'enceinte de confinement qui ne sont pas les mêmes non plus. Voilà, c'est vrai que c'est un réacteur de conception russe, mais il y a quand même un certain nombre de différences, et notamment la façon d'exploiter tout ce qui est référentiel réglementaire est différent. Donc, toute reprise par des équipes de conduite russes nécessiterait de la formation à minima pour qu'ils soient en capacité de reprendre l'exploitation de la centrale. Et encore une fois, on ne sait pas du tout quel est l'objectif de leur présence. Est-ce qu'ils sont là pour informer les troupes russes des risques sur la centrale? Est-ce qu'ils sont... Voilà, encore une fois, donc je ne sais pas dire si c'est rassurant ou pas, en fait. Et oui, en fait, on voit qu'il y a deux catégories d'hypothèses, soit les forces russes ayant soumis les grandes décisions aux les petites, et d'ailleurs on ne sait pas, un certain nombre de décisions d'exploitation à leur aval, le fait qu'il y ait des experts en sûreté nucléaire côté russe peut peut-être être positif de ce point de vue-là. Il peut s'expliquer qu'il faut autoriser les bêtises à ne pas faire et ce qu'il ne faut surtout pas interdire. Si autre hypothèse, s'ils sont là pour progressivement prendre le contrôle et le pilotage du site, c'est une autre affaire. Alors, il y a des questions sur la farm, finalement. Est-ce que la farm d'EDF a été sollicitée? Est-ce qu'il est envisagé d'envoyer de l'aide, par exemple la farm en Ukraine? Je ne sais pas pour qui elle est, si c'est pour les intervenants, si c'est pour quelqu'un d'EDF. Moi, je n'ai pas la réponse sur la Farne, mais finalement, ils ont un petit peu un équivalent de la Farne qui sont les pompiers. Je parlais tout à l'heure d'équipements mobiles qui, contrairement à ce qui a été fait en France, sont sur le site, donc ils sont à disponibilité sur le site. Encore faut-il que les pompiers puissent accéder au site. C'est les pompiers qui sont visiblement chargés d'installer, de connecter ces équipements mobiles. Mais finalement, l'enjeu n'est pas tellement la disponibilité de carburant ou de personnel, c'est plutôt l'accès au site. Est-ce que les troupes russes permettront le ravitaillement en carburant et laisseront entrer les pompiers? On l'a vu sur l'attaque, ils ont fini par rentrer pour maîtriser l'incendie. Voilà. Mais ce n'est pas tant sur le matériel disponible, finalement. Sur site, ils ont quand même un certain nombre d'équipements. D'ailleurs, ça montre sans doute la vertu de ce qui a été fait après Tchernobyl pour ce qui est de l'Ukraine et après Fukushima, puisque la plupart des sites au monde, et en tous les cas les sites ukrainiens, sont équipés ont fait des études, des exercices, sont équipés de moyens mobiles. La défense en profondeur a été renforcée pour la gestion de crise, et on voit que c'est utile dans des situations auxquelles on n'avait pas pensé. Tout à fait. On était bien heureux de comprendre qu'ils en avaient pour 7 ou 10 jours d'autonomie avec les réserves en carburant. Absolument. Et surtout, quand on voit au départ, quand on s'est dit, je crois qu'il y a une information à Tchernobyl qui disait 2 jours de carburant, et sachant que les approvisionnements étaient extrêmement compliqués, en fait c'est une semaine, ce qui est beaucoup mieux. C'est le même moment où on disait que les chars russes avaient peut-être besoin de gazole, les liaisons étaient coupées, enfin, l'enjeu d'autonomie était très, très important. Okay. Et ce qui est intéressant, tu l'as dit, c'est finalement, lors des stress tests, tout le monde a examiné les effets de la perte totale des alimentations électriques, externes ou internes, et donc avec un résultat immédiatement disponible pour Tchernobyl, pour les piscines, en disant on ne monte pas au-delà de 65 degrés. C'était quand même précieux d'avoir l'information, de l'avoir tout de suite. C'est fondamental pour les sûretés et pour se rassurer. Bon, c'est des calculs que l'on peut faire rapidement aussi. Oui, on a refait les calculs qui confirmaient effectivement. Normalement, on les fait rapidement, et d'ailleurs, sur les centrales en exploitation et chez EDF, ils sont faits en début de quart quand on est en début d'arrêt. Ils sont faits à chaque quart. Donc, mais c'était bien d'avoir sans doute fait l'exercice
ait connu d'emblée la robustesse de la défense en profondeur de ces piscines. Alors, il y a une question de Valérie Faudon qui obtient beaucoup de votes. Ne faudrait-il pas arrêter les réacteurs? Alors, je ne sais pas laquelle d'entre vous deux je pose la question. Karine. Oh non, je voulais compléter ça parce qu'il me semble qu'il y a un papier qui a été fait de Rex de la Yougoslavie qui disait qu'il valait mieux faire fonctionner les réacteurs à basse puissance. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question, puisqu'on a vu qu'ils en avaient redémarré un, parce que dans la nuit du jeudi au vendredi, ils en ont arrêté deux en fait. Il y en avait deux qui avaient été déconnectés de mémoire. Il y en avait un qui fonctionnait à 60%, un qui était en maintenance, un qui fonctionnait à 60%, deux qui étaient en réserve et deux qui avaient été déconnectés. Donc moi j'ai été un peu surprise qu'ils en redémarrent un. Je pensais qu'ils allaient se mettre un peu... Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'ils ont redémarré un réacteur pour pouvoir réalimenter l'ensemble des tranches du site en cas de perte du réseau électrique. C'est-à-dire que pour le coup, c'est en termes de défense en profondeur par rapport au risque de perte du réseau qu'ils se sont donné les moyens d'avoir 2 réacteurs disponibles pour réalimenter les réacteurs du site. Et à ce titre-là, si le risque est effectivement lié essentiellement à une perte du réseau électrique, eh bien la sûreté, ça va dans le sens de la sûreté. Merci. Alors, il y a des questions sur les autres centrales ukrainiennes. Quelle est la situation? Est-ce qu'elles sont protégées par l'armée ukrainienne? Est-ce qu'il y a des menaces d'attaque sur ces centrales? Ce n'est pas une question très précise, mais on voyait que la centrale de Sud-Ukraine, notamment, n'était pas très éloignée du positionnement des troupes russes. Donc on imagine que c'est peut-être la prochaine centrale qui risque d'être mise sous emprise russe. Voilà. On n'a pas d'autres informations. Merci. Valérie, j'ai l'impression qu'on a perdu l'image. Tu es toujours là? Oui, je suis là. Oui. D'accord. Bon, il y a une autre question sur d'autres réacteurs, les réacteurs de recherche, les réacteurs universitaires. Donc on a parlé de l'un d'entre eux, celui de Kharkiv, et l'AIA faisait état du faible risque radiologique qu'il y avait malgré son attaque, son bombardement, sa destruction. Peut-être que là-dessus, je peux compléter. Oui. Visiblement, c'est un réacteur sous-critique qui venait de démarrer. Donc, ils étaient encore en essai physique, donc le combustible était très peu irradié. Donc, effectivement, assez rapidement, on a évacué un risque de rejet important. Après, on n'est pas à l'abri non plus qu'il y ait des dispersions de matière plus au niveau local. Mais en tout cas, suite à ce bombardement, les matières radioactives n'auraient pas été affectées. Et c'était avant tout du combustible neuf, donc très peu d'enjeux associés. J'ai vu ce matin qu'il disait que le personnel revenait sur le site. Donc, je pense qu'on en saura un petit peu plus sur l'état du site. Et Valérie, tu as des informations sur le reste du parc de réacteurs de recherche ou de réacteurs universitaires et leur situation? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même 8 réacteurs qui fonctionnent aujourd'hui. Et on a de temps en temps des connexions via le site que tout le monde connaît, Electricity Map. Parfois, on voit la production de l'Ukraine et puis le lendemain, on ne le voit plus. Voilà. Ouais. Et sur ce sujet de l'alimentation électrique ukrainienne, ce que je voudrais ajouter, c'est que je pense que vous avez vu RTE, les GRT européens ont fait une réunion la semaine dernière. Ça devait être le 2 ou le 3 mars, pour voir comment ils pouvaient donner une alimentation de secours à l'Ukraine, puisque l'Ukraine est coupée du réseau russe. Donc ils sont actuellement quasiment en autarcie. Donc il y a une task force qui travaille là-dessus. De toute façon, il faudra évidemment plusieurs semaines, mais c'est une action de solidarité avec l'Ukraine. Il y a une question sur le moyen terme concernant les diesels. Bon, les diesels, outre l'approvisionnement en carburant, s'il y avait une coupure du réseau, une coupure de longue durée, imaginons que les îlotages n'aient pas fonctionné, qu'est-ce que
comment est-ce qu'on garantit dans la durée le fonctionnement des diesels, à part le carburant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Par le carburant, il y a sans doute un certain nombre de maintenances à faire. Donc la question des pièces de rechange reste entière. Je pense qu'ils ont dans l'idée quand même de gérer avec parcimonie le carburant qu'ils ont. Hein, donc ils ne feront pas tourner les groupes électrogènes de secours à plein tous ensemble. Donc il y a une stratégie effectivement qui est à mettre en œuvre pour tenir le plus longtemps possible. Après, ce qu'il faut viser, c'est quand même évidemment le rétablissement de l'alimentation par le réseau électrique. J'ai lu plusieurs articles qui mettaient en doute l'état de fonctionnement des groupes électrogènes de secours. Les contacts que l'on a eus avec l'autorité de sûreté ukrainienne, ces groupes électrogènes de secours, ils font des essais périodiques, comme en France. Je crois qu'ils font des essais tous les mois et en tout cas, ces essais sont satisfaisants. Maintenant, voilà, quel est l'état des centrales ukrainiennes très précisément et l'état d'entretien, je ne peux pas vous dire. J'ajouterais peut-être dans la durée, bon, il faut du carburant, il faut de l'huile aussi. Hein, Tout à fait. Et comme tu l'as dit, de la maintenance, ce qui veut dire qu'il faut sans doute savoir gérer, si les coupures électriques sont de longue durée, les diesels qui fonctionnent, ceux que l'on arrête, que l'on va entretenir. Il faut faire attention aux arrêts-marche, ne pas faire des arrêts-marche tout le temps, ne pas les faire tourner à vide non plus. Donc, ceux qui tournent doivent tourner de manière continue et en charge. Les autres, sans doute, être arrêtés, mais en tout cas, ne pas tourner à vide. Donc, en effet, il y a des précautions à prendre. Il faut s'en occuper. Mais quand on s'en occupe, les diesels sont des machines extrêmement fiables. Enfin, les bateaux font le tour du monde avec des diesels. Et c'est parmi les machines les plus fiables, mais à condition qu'on les exploite bien, qu'on sache les exploiter, ce qui veut dire qu'il faut des gens compétents en la matière, des dieselistes, des mécaniciens, et ça renvoie aux questions du personnel sur le site, éventuellement des sous-traitants. Tout à fait. Un des points que j'ai, moi, trouvé très rassurant, c'est que, comme on savait que l'armée russe était à court de diesel, c'est le fait qu'il y ait eu des livraisons de diesel sur le site de Tchernobyl. Ça prouve que le site de Tchernobyl est vraiment considéré comme prioritaire. Et je trouvais que c'était vraiment un signe positif. Parce qu'on pouvait même craindre le pire à un moment, on avait même peur que les forces russes à court de diesel aillent chercher le diesel sur les sites nucléaires, et visiblement c'est le contraire qui se passe, donc c'est très bien. Une question d'une auditrice, Valérie Faudon, disant qu'il y a beaucoup de fake news, de fausses nouvelles, de désinformation sur l'Ukraine. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'autorité de sûreté et à l'exploitant russe, l'exploitant ukrainien sur les infos? Nous, on prend toutes ces informations quand même avec prudence. Et je rappellerai que au moment où il y a eu la coupure des alimentations électriques sur Tchernobyl, il y a eu un premier message très alarmiste qui a été relayé par l'AIEA, qui ensuite a été démenti par cette même AIEA. Je pense qu'il faut faire attention. On voit bien qu'il y a un jeu sur la communication. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la prudence à accorder aux informations que l'on a. Et oui, il y a des fake news, effectivement. Et il faut faire le tri dans les informations qui nous sont données. Et outre l'IRSN, il y a des communiqués quotidiens, ou quelquefois plus, de l'AIEA, qui sont assez documentés, très précis et opérationnels. Et l'AIEA n'est pas sur place, ne peut pas tout savoir, de recouper des informations comme le fait l'IRSN, et donc ça semble être une source quand même d'informations extrêmement précieuse et fiable dans tous les cas. Oui, nous on travaille sur cette base-là. Voilà, on travaille sur cette base-là, et quand on a des informations complémentaires, on se permet d'appeler l'autorité de sûreté ukrainienne. Et des informations très opérationnelles, très concrètes, très opérationnelles sur la situation et sur les enjeux qui portent sur des choses que l'on a vues, là, la façon d'opérer, la liberté de manœuvre des gens, les communications, le fuel, les diesels, les alimentations électriques. Donc on trouve tout ça dans les communiqués outre de l'IRSN, mais de l'AIEA, de manière très pratique.
Il y avait une question technique sur les réacteurs, sur leur confinement. La question, c'est est-ce qu'il y a une double enceinte de confinement de type EPR, mais peut-être est-ce qu'on va parler un petit peu du confinement des VVER 1000 et peut-être de celui des autres centrales ukrainiennes, celles qui ne sont pas encore en zone, pas encore, espérons qu'elles ne deviennent pas, mais dans une zone de combat. Alors, de mémoire, mais Valérie me corrigera si je me trompe, je crois que c'est une enceinte simple avec un liner. Oui, oui. 1 mètre à 1,20 m. Absolument. Et cette information se trouve dans l'article publié par la Sfen aujourd'hui dans RGN Hebdo et que nous devons à la gentillesse et à la compétence de Jean-Luc Jacou. Voilà. Et en revanche, il y a les questions, et ça on l'a vu poser ici ou là, des autres. Alors, il y a les VVR 440, notamment, hein, qui sont les plus anciens et qui n'ont pas d'enceinte de confinement en tant que telle, mais ce qu'on appelle des zones hermétiques, donc qui tiennent à une pression de l'ordre de 2 bars, puisqu'ils sont équipés en fait d'un système de barbotage qui permet de limiter l'évolution de la pression à l'intérieur du bâtiment. Donc, évidemment, là, en termes de résistance, on n'est pas sur des niveaux de résistance comme sur les VVER 1000. Hein. C'est une vulnérabilité supplémentaire. Donc, il y a 2 réacteurs à retenir de ce type. Un des points que je voudrais rajouter, parce que pour moi, ça a été vraiment c'était une bonne surprise aussi, c'est qu'ils sont équipés de recombineurs d'hydrogène. Ils sont équipés de recombineurs d'hydrogène et les VVER 1000 ont un certain nombre de pompes de sauvegarde qui sont au fond du bâtiment du réacteur. La réserve d'eau est dans l'enceinte de confinement, contrairement à ce qu'on a en France avec la bâche PTR. Et les pompes d'injection de sécurité sont en fond de bâtiment, donc également protégées vis-à-vis des agressions extérieures. Ça confère une certaine robustesse, en tout cas, aux installations. Et la piscine de combustible usé est dans le bâtiment réacteur aussi? Alors, sur les VVER 1000, la piscine de combustible usé est située effectivement dans le réacteur, dans l'enceinte de confinement. Comme sur les convois. Hein. Qui lui permet de bénéficier d'une protection idoine vis-à-vis des agressions externes, ce qui pose évidemment d'autres problèmes par ailleurs. Alors, une question plus politique, évidemment, et médiatique. La sensibilité de la sûreté des centrales à une agression militaire est un argument des antinucléaires, finalement, contre le nucléaire. Comment est-ce qu'on y répond? Alors, on n'a pas... Oui, je laisse Karine répondre d'abord. Ce qu'on sait, c'est que ces centrales résistent à la chute accidentelle de certains avions, hein, comme en France. Enfin, au niveau des standards, ils sont à peu près au niveau des standards internationaux hein, aujourd'hui, ces centrales. Donc, je dirais que tout dépend ce qui est touché et quelle est la nature du projectile qui les impacterait. Hein. Bien évidemment, ça ne résiste pas à tout. Hein. Nous, ce qu'on dit, en fait, on a été sur plusieurs plateaux, c'est que aucune installation n'est faite pour résister en période de guerre, en particulier les grandes villes, en fait. L'autre point, moi, j'insiste beaucoup sur justement je dirais la bonne volonté des Russes à l'AIEA et dans les négociations actuelles. Pour dire que visiblement, ils n'ont pas du tout l'intention d'attaquer ces sites, que pour nous, l'enjeu est plus stratégique du contrôle de la production d'électricité en Ukraine, sachant qu'ils contrôlent non seulement la centrale, mais ils contrôlent sur site, il y a une centrale à charbon, une centrale à gaz, mais aussi le barrage qui est à côté, donc ils contrôlent en effet une partie importante actuellement de la production d'électricité ukrainienne, et ils voudront certainement contrôler d'autres sites pour avoir ce contrôle. Bien évidemment, beaucoup vers la Russie aussi. Hein. Oui, j'ai eu cette question en plateau de quelqu'un qui me disait, mais est-ce que ce n'est pas être naïf, puisqu'ils ont bombardé une maternité, de penser qu'ils ne vont pas bombarder les sites nucléaires? Et je pense, bon, je ne vais pas me prononcer pour la maternité, qui est vraiment un épisode horrible de cette guerre, mais en tout cas,
je ne pense pas que ce qu'ils montrent aujourd'hui, c'est qu'ils ont envie de bombarder, de détruire ces sites. Il y a plusieurs motifs aussi, on dit, ça c'est important. Bon, d'abord, maintenant, ils ont du personnel russe sur place. Mais ils sont aussi pas loin de la frontière russe, en fait. Ils sont à 400 km de la frontière russe. Ils sont plus proches géographiquement de la Russie que de Kiev. Et ils sont, comme vous le rappelez sur la carte, vraiment à côté des territoires où il y a les populations russes, en Ukraine. Donc, ils n'ont vraiment aucun intérêt. J'ajouterais volontiers un argument de nature peut-être de politique énergétique. Il peut y avoir des guerres pour le gaz, pour le pétrole, pour les matières premières, pour l'énergie. Hein. Et de ce point de vue-là, si on est le plus on est autonome, et grâce à un parc nucléaire comme la France, finalement, plus on minimise les risques de conflit nous impactant directement ou nous concernant directement. Si on a construit le parc nucléaire, c'était pour éviter aussi d'aller faire la guerre au Moyen-Orient, après la guerre du Kippour et le choc pétrolier. Donc, le nucléaire, dans la stratégie énergétique, peut aussi être un facteur de paix ou de minimisation des risques de conflit. Manifestement, pas complètement, mais du point de vue énergétique. Il peut y avoir des conflits pour l'énergie, ou les matières premières, ou demain, ou l'eau. Il y a une question très difficile, très bonne, je ne sais pas si on va pouvoir y répondre, sur la position tenue par Wano en ce moment, en termes de soutien technique à l'exploitant, notamment avec le centre de Moscou. C'est une question extraordinairement difficile. Je ne sais pas si quelqu'un a des éléments de réponse. Wano, par définition, ne communique jamais à l'extérieur. Absolument. Absolument. Donc, l'exploitant ukrainien est Energoatom est membre de Wano Moscou, depuis longtemps, du fait de la proximité et des modèles de réacteurs, hein, comme d'ailleurs des pays de l'Est. Hein, ceux qui ont des VVR sont membres de Wano Moscou, et avec régulièrement une affiliation secondaire. C'est le cas de l'Ukraine, une affiliation secondaire à Wano Paris. Mais on peut penser qu'en ce moment, les relations et aller sur le terrain, c'est peut-être assez compliqué pour Wano. Et de ce fait-là, je pense que c'est le rôle primordial en termes d'institution internationale aujourd'hui est celui de l'AIEA, qui veut mettre en place, par la diplomatie et le dialogue à trois, qui cherche à mettre en place des conditions, des principes pour qu'on puisse assurer la sûreté de nos installations. Et si ceci était acquis, avec notamment des communications vers l'extérieur, des possibilités d'aller et venir pour des équipes de l'AIEA, on imagine que Wano pourrait aussi en profiter. Mais question difficile de répondre, c'est de savoir quels sont les contacts exacts avec l'exploitant, des contacts bilatéraux ou multilatéraux au sein de Wano. C'est une vraie bonne question. Je crois qu'on arrive à l'heure, il reste quelques questions. Désolé, mais un immense merci à Karine et à Valérie. C'était vraiment très très clair, très précieux d'avoir ces décryptages. Vous aurez accès, tout le monde aura accès, enfin tous ceux qui étaient inscrits et étaient là au webinaire en différé, en replay, à partir de ce soir ou de demain. Et puis, donc, je disais, pour s'informer, les choses changent tous les jours, bougent tous les jours, donc l'AIEA communique quotidiennement de manière très précise, l'IRSN fait également des communiqués très précis, la SFEN relaie les informations et met à jour ces informations quotidiennement. Il y a des articles de fond aussi, comme ceux qu'on a mentionnés sur les VVR 1000 ou sur le droit international. Voilà. Donc, un grand merci à vous deux et à tous les participants et pour vos questions. Et à bientôt à nouveau sur les ondes de la SFEN très certainement. Et voilà, je vais rendre l'antenne. Alors, non pas à Cognac-G, mais à la rue au mur. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci.